Vous en avez peut-être entendu parler. Sedan, l'une de ces villes, petite ou moyenne, dont le nom dit vaguement quelque chose à tous ceux qui ne sont pas du coin. L'un de ces noms, petit point sur une carte, où l'on passe sans jamais s'arrêter. Et c'est Tillon qui marque encore pour Sedan. Et tout ce qui fait la gloire locale n'est que murmure dépasser la région. Gamin, j'étais fier de la fameuse équipe des footballeurs ouvriers qui gagna 2 fois la Coupe de France. Sommaire, Usinor, grande brasserie ardennaise, les marées montantes de vélos à l'assaut des sirènes d'usine. Modèle Sedan, la ville donnait son nom aux plus belles voitures américaines, dont le textile sedanais recouvrait les intérieurs. Enfance, adolescence, on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville, et cette ville est un monde enchanté. Premier pas, première mob, premier baiser, premier tout. Puis l'on part faire des études. On a le dos tourné. On revient 30 ans plus tard. Évidemment, tout a changé. Il n'y a plus rien. Quand on voit les rues qui se vident et tout, rue du Ménil et tout. Hein. Oui. Donc puis même en ville, il n'y a plus rien qui va. Quand moi j'étais au lycée à Sedan, c'était une ville qui vivait, quoi. Il y avait des troquets partout, il y avait des commerces, il y avait... que là maintenant c'est mort, quoi. C'est vrai qu'on l'a vu mourir d'année en année, quoi. On est à quoi, 20 000 à peu près en ce moment. À peine, hein. À peine. 18 000. 18 000, moi je dirais. Ouais, je disais 20 000. Il y a 26 000 Sedanais à la fin des années 70 et on arrive aux 18 000 d'aujourd'hui. Je pense que Sedan est arrivé finalement au fond. Moi, j'ai jamais voulu aller vivre ailleurs quoi, que Sedan. Quand je suis parti pour faire de la coiffure, j'ai toujours voulu vivre à Sedan. J'ai voulu monter mon salon à Sedan, voilà, parce que c'était une ville qui vivait. On damait le pion largement à Charleville. Charleville était derrière nous. Hein. À Sedan, il y avait un beau pouvoir d'achat avec les industries qui y étaient autour. C'est des gens qui sont là depuis des années et des années. C'était une ville assez bourgeoise. Et il n'y a pas eu de renouvellement derrière. Démographiquement parlant, il y a de plus en plus de gens qui s'en vont, quoi. Hein. Tu m'étonnes. Depuis 30 ans, 30-35 ans, avec le départ de l'armée, je pense qu'on ne s'est jamais remis du départ de l'armée à Sedan. Donc c'est quand même des gens qui consommaient, c'était 2000 personnes. Moi, on avait pas mal de potes qui étaient d'enfants de militaires. C'était des gens qui avaient des moyens quand même. Hein. C'était des officiers. Hein. Ou des militaires qui étaient engagés, des engagés, quoi. Donc forcément, il y avait de l'argent. Il y avait encore les balles de la police, les balles des officiers, etc. Et le problème, c'est qu'on les a pas récupérés, ces gens-là. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Hein. Les commerces sur Sedan, ça donne quoi aujourd'hui? Alors, les commerces sur Sedan, aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que tu as à peu près 30% de commerces fermés ou vacants. Ouais. Tu as à peu près 50% de commerces qui sont à céder, à vendre. Ouais. Et tu dois avoir environ 20% de commerces qui vivotent, quoi. Il n'y a plus de boulot puisqu'il n'y a plus d'entreprises. Si on veut que ça redémarre, je pense qu'il faut essayer d'attirer des entreprises, quoi. Hein. Alors, je vois par exemple chez moi, dans ma clientèle, j'ai une clientèle de très souvent, c'est un couple avec 2 enfants. Quand il y en a un qui perd son boulot, très souvent, ils s'en vont, quoi. Hein. Ah ouais. Alors, c'est des gens qui consomment, qui ont du pouvoir d'achat. Ouais. Et du jour au lendemain, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Bon, malheureusement, il reste un gros paquet de la population où le pouvoir d'achat n'est pas élevé parce que tu as un gros paquet de la population qui ne travaille pas, quoi. Bah, ceux qui restent, c'est les pauvres, quoi. Ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Il y a une grosse, il y a une grosse partie. Il y a une grosse partie de gens qui vivent de minima sociaux et qui, voilà, aujourd'hui à Sedan, c'est aussi 66% de gens qui ne payent pas d'impôts. 66% oui. de ménages qui ne payent pas d'impôts. Voilà, c'est ça. Moi, je suis jamais parti, j'ai voulu m'investir, etc. Bon, ça devient... Voilà, faut y croire, quoi. Faut y croire, faut avoir la foi, quoi. Mais je suis persuadé que moi, les enfants, les miens, avec ma femme, on en a 4,
il n'y en a pas un qui va vouloir rester là. Hein. Sedan, par rapport à tout ce que vous avez connu d'autre, c'est comment? Sedan, c'est vite quand même. C'est mieux que beaucoup de choses, mais c'est facilement ennuyant. Ouais, à force de rester, on n'y reste pas l'été quoi. À partir de 19h, tout est fermé. Il n'y a plus personne en ville, il n'y a pas de magasin. Le cinéma, c'est 9 €. C'est beaucoup plus cher et il n'y a presque rien à faire. Dimanche, c'est rare qu'on sort, série devant la télé, tout le monde. Ouais. Et le samedi, on essaie de faire quelque chose, le samedi soir au moins. Quelque chose même de sympa quoi, juste je vais dormir chez Jérémy ou Jérémy vient dormir chez moi. Des trucs comme ça. Est-ce que je peux jouer ou pas? J'ai pas joué moi. Merci. On peut pas s'épanouir ici, enfin, il n'y a pas d'activité. On a un McDo et tout quand même. C'est pas... On a un McDonald's, attention. Non, le KFC, ils vont le faire à Charleville forcément, parce qu'à Sedan, jamais il y aura de KFC à Sedan, parce que c'est vraiment... C'est mort, on sait que ça va pas tenir. À Charleville, il y a moyen. Il y a de la circulation, il y a du monde. Me dis pas que je suis déjà mort. Non. Il m'a one shot le chien. Il a un niveau trop compliqué. Non, il était moins compliqué que l'autre. C'est toi. On est d'accord, c'est lui. Bah, niveau 1. Ouais, on est d'accord, c'est toi. Je t'ai mis dans le niveau 1, mec. Mais ça va pas si t'échanges, je remettais des rafales, il meurt pas. Je t'ai mis dans le niveau 1. Oh. Dernier truc, après on arrête de vous embêter. Il y a Johnny Hallyday qui va passer à Sedan. Et Je pensais qu'il était mort. On marchait dans la rue, on a bien parlé de Johnny Hallyday. Ah non. Bonsoir Sedan. Comment allez-vous ce soir? Vous êtes chaud ce soir? Oui. On est là ce soir pour s'amuser. Moi je suis là pour vous dire que je vous aime. J'ai rencontré Annette, tu sais, du Roi de la Bière, là. Elle voudrait bien vendre son affaire, elle n'y arrive pas. Elle me dit, il y a plein d'affaires à vendre à Sedan. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas... Rien que dans la place de la Halle, en moins d'1 an, il y a je sais pas combien de magasins qui ont fermé. Il y a un fleuriste qui a fermé, il y a un autre magasin de fringues, il y a une pizzeria. De toute façon, les centres-villes sont amenés à se vider de leur commerce. Toi, dans ta tête, dans 20 ans, Sedan, ça ressemblera à quoi, toi? Franchement, dans 20 ans, tu les vois faire quoi? Tes enfants, ils font quoi dans 20 ans à Sedan? Enfin, ils vont faire quoi? Ça peut être l'un ou l'autre. Ils partiront. Bon, admettons, t'as des enfants, enfin, tu t'imagines comment la ville dans 20 ans? Pour moi, dans la ville, dans 20 ans, elle est morte, tu vois, genre... Mais non, pas forcément, au contraire, ça peut s'améliorer. Mais comment? Et c'est ce qu'ils font, regarde, par exemple, ils refont le centre-ville. Rien que ça, c'est un premier pas, tu vois. Et ça va faire quoi, ça? C'est bien, je suis d'accord avec toi, mais je t'explique juste que les villes de campagne, c'est comme ça. Je suis pas en train de te dire, c'est tragique, tu vois, c'est une destinée, mais c'est pas de la faute de Sedan, tu vois. Enfin, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas de leur faute, tu vois. Mais non, je pense que c'est toutes les villes de France qui vont dans ce sens-là, tu vois.
Si tout le monde se barre à la fin, c'est sûr que la ville, elle sera morte. Moi, je pense que ce sera encore plus mort que maintenant. Ouais, tu Merci. crois ? Bah voilà, enfin. Une ville, ça peut pas survivre sans jeunesse, c'est juste pas possible, tu vois. C'est que des vieux, les jeunes partent tous parce qu'il n'y a pas de travail. Même quand t'es à Sedan et que voilà, t'as 30-35 ans, il n'y a pas de travail quand même, à part si t'as déjà le tien. Donc oui, tu vois. Après, même si t'y es attaché, faut dire ce qui est, quoi. C'est... Et si tu veux faire ce que t'aimes, Ouais, c'est que t'es obligé, tu pars. en fait, c'est ça. Sinon, tu peux pas rester à Sedan, quoi. Faut choisir. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est ça, en fait. Non, mais t'as voilà. pas le choix. Si tu veux un minimum d'avenir, là, ici, même ici, faut que tu bouges. Faut que tu bouges. Ouais, non, mais oui, voilà. Genre, ouais, c'est ça. T'as pas le choix. Quand t'as 20 ans, on te demande de choisir entre partir, faire ta vie, faire tes études ou rester avec tes parents, mais dans une ville où tu feras rien. Enfin, c'est quand même horrible de devoir faire ce choix quand t'as 20 ans. Tu vois, c'est horrible parce que tu Ça dépend penses ce ça, que tu mais veux pour faire. nous, c'est bien. Genre vous voyez genre toute votre vie ici, à Sedan. Carrément. Peut-être pas à pas, Sedan, mais, mais dans les Ardennes. Ouais, Où voilà, je resterai autour. toute ma vie. Genre jamais partir, jamais... Voyager, ouais. Mais Ouais, voilà, habiter voyager, quelque part. partir en Voilà. vacances. D'autres, non. Nous, on a envie de rester là. Nous, Voilà, nous on aime bien les Non, trucs mais je pépères, comprends, tranquilles, tu vois. pas avoir de vie stressée Ouais, voilà. à 200% tout le temps. Nous on préfère rentrer le soir, être posé, pouvoir faire à manger tranquille, aller faire limite une petite balade si on veut. Des fois, il est, je sais pas, 8h et on croise plein de potes et ça finit qu'on voit plein de monde et tout. C'est l'imprévu, c'est tous les jours l'imprévu, c'est pas... Est-ce que toi, depuis le lycée, tu savais que t'allais faire des études ici et que t'allais rester ici? Ouais, parce que moi j'ai jamais pense que voulu la faire des décision- grandes études, j'ai jamais eu les ambitions dans ma vie de faire un métier de ouf. Moi tout ce que j'ai toujours voulu c'est avoir mon appart, être posé et avoir un truc juste un métier qui me prenne pas trop de temps, Ouais. genre 9h-20h tous les jours. Non, parce qu'au final tu fais rien de ta vie à part bosser, tu vois. Tout ce que je demande c'est avoir un petit peu de temps à côté pour pouvoir aller me balader, faire du vélo, faire des activités. Et je m'ennuie pas franchement, enfin tous les jours on fait un truc, franchement tous les jours on fait un truc différent. Genre tu demain, vois, on te dit tu vas travailler, mais genre ailleurs, enfin là où tu connais pas, tu fais quoi? Enfin on te dit tu peux être muté, t'y vas? Ah non. Enfin, ah non, t'y Ah vas ouais, pas. non. Tu restes Mutation non. Non, mais après, si c'est pas loin, peut-être, je pense Ah qu'elle ouais, irait. non, moi j'ai tout ici, tu vois, genre j'ai ma que famille, t'as- j'ai ouais, mon c'est appartement, sûr, j'ai c'est mon sûr. copain, j'ai mon chat, tu vois, genre moi j'ai tout construit ici et c'est ce que je voulais parce que je suis bien ici. Bah, Même si j'ai envie de partir justement de voyager, je préfère faire ça, avoir toujours mon point de retour et pouvoir aller où je veux, mais je sais que je reviendrai toujours ici parce que c'est là que je me sens bien au final. Moi je reviendrai pas. Bah voilà. Je trouve un taf, j'embarque ma mère et je me casse. Je vais au soleil. Au Ouais. moins le soleil, tu vois. Juste le soleil. Ça y est, oui. Arrête de l'embêter. C'est lui. Voilà quoi. Il y a quoi qui embauche vraiment? Le McDo, il embauche des jeunes, à la rigueur. Tu gagnes le SMIC, quoi. Oh, ici, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai qu'on voit toutes les usines partout, c'est des friches, quoi. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien du tout. Mais après, il y a beaucoup de monde qui partent. Ils me disent aussi pareil, ouais, t'as qu'à partir, t'as qu'à partir. Le problème essentiel, c'est le chômage. On n'a pas de travail, on a beau chercher, on trouve rien. C'est pas de la faute de Sedan, tu vois. Ça c'est comme ça, c'est la vie. Y a pas de taf, tu vois. Mais depuis tout le temps, on entend toujours ça ferme à tel endroit, ça ferme à tel endroit, ça ferme à tel endroit. On entend peu, ça ouvre. Non, finissons. C'est la belle époque, ça. C'était la belle époque. Songez que chaque jour, il sera ainsi 130 000 kilomètres de fil à tisser, de quoi faire 4 fois le tour de la Terre. « 22 000 mètres de tissu sont aussi achevés quotidiennement dans les usines. Les amateurs de chiffres apprendront avec joie que ces 22 000 mètres empilés atteindraient presque 3 fois la hauteur du mont Everest. Mais il n'y a pas que des chiffres et des quantités, il y a la qualité. Et elle est assurée par de véritables dynasties de filateurs, de tisseurs ou d'apprêteurs qui poursuivent la même tâche de père en fils. C'est ce qu'on appelle l'habileté héréditaire. J'ai compris que mon grand-père était patron quand j'ai eu 15 ans. J'ai souvenir d'une conversation avec mon père et mon grand-père. Tous les soirs, ils se retrouvaient autour d'une table. Ils sont là, ils prennent un verre, et puis il y a une des usines qui vient de fermer, un des derniers concurrents
vient de fermer. Puis il y a un des deux frères qui dit ça va faire du bien, ça va redonner un peu de travail à l'usine. Et grand-père de répondre on est les prochains sur la liste. Imagine qu'on soit, je sais pas, moi, en 70, 75, peut-être 80, et on arrive à Sedan, on passe le panneau, on est avenue de la Marne, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu... Au début des années 80, j'ai un peu moins de 10 ans. Et quand j'arrivais sur Sedan, j'ai souvenir de cette grande usine qui était à l'entrée. C'était une usine qui était à gauche, Usinor. Il y avait sans doute 1000, 1200 ouvriers qui étaient là, de la métallurgie. Juste après, il y avait Vallourec, aussitôt après. Vallourec, plusieurs centaines d'ouvriers. On n'avait pas encore passé le pont de chemin de fer, il y avait l'IPCA. L'IPCA, c'était de la métallurgie, on récupérait des aciers, il y avait 60-70 salariés là-dedans. On partait vers Ouadelincourt, c'était les comptoirs métallurgiques de Provence. Il y avait 150 ouvriers. Et puis on passait de l'autre côté du pont de chemin de fer, on arrivait à la grande brasserie ardennaise. Ils étaient sans doute 80-90 salariés. Et puis en face, l'industriel de Sedan, Jardinier Massard. Et là, on quittait la partie métallurgique. On rentrait sur la partie textile. On passait devant les établissements Lombard. Ils étaient sans doute une centaine. Et puis après, on passait devant le monument Montagnac. L'usine Montagnac qui était l'avant-dernière à fermer, 1980. Puis pas loin, il y avait les draperies sedanaises de mes grands-parents, fermées définitivement en 92. Et j'ai pas parlé de l'usine Sommer qui est à quelques centaines de mètres, elle est à l'entrée de Gleyre. Et à Sommer, 92, il y a encore 1 millier d'ouvriers. Là, on est juste à l'entrée de Sedan. Mais par chaque entrée, on pouvait comme ça égrener les usines. J'ai eu de la chance parce que la décrépitude est arrivée après moi. J'ai été maire de 1971 à 1983. J'étais déjà conseiller municipal depuis un mandat de 6 ans. Et puis j'ai fait, après mes 13 ans, 12 ans de maire, j'ai fait un conseiller municipal aussi après. Si bien que j'ai sévi pendant 24 ans à Sedan. Cette évolution de Sedan, ouais, oui. C'est... Comment l'expliquer? Enfin, c'est comme un truc un peu inéluctable, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, ça... oui, mais moi aussi. Mais nous sommes partis d'une position remarquable, nous faisions du drap pour le monde entier. On le vendait en Amérique, on le vendait partout. Et puis, il y a d'autres industries de fabriques de draps qui sont montées. Ils sont montés avec des usines, une usine moderne. Avec nous, la vieille usine, les anciens capitalistes de la ville de Sedan n'ont pas réinvesti, je ne veux pas généraliser, mais souvent n'ont pas réinvesti au fur et à mesure pour pouvoir rester à des prix compétitifs dans le marché. Ben, on n'a plus été compétitifs. Voilà. L'usine, la plus grosse usine qui employait près de 2000 personnes, est fermée parce qu'on ne faisait plus d'acier. On faisait de l'acier dans d'autres usines qui étaient automatiques et qui sortaient ça de façon beaucoup plus rentable. Quand tu as une entreprise qui ferme, que ce soit Lorenesco, que ce soit Usinor, je suis même pas prévenu. Non, je n'ai jamais su. Jamais su. Qu'on m'aurait prévenu, ça n'aurait pas changé grand-chose, il faut dire la vérité. On n'avait pas de poids quelque part pour arriver à faire quelque chose. Dans la gestion d'une ville de 20 000 habitants, qu'est-ce que tu veux? On ne se mêle pas de tout ça. On a tort ou on n'a pas tort. On n'a aucun moyen. La conjoncture, c'est avant tout un marché mondial, désormais en état de guerre économique. Dans cette guerre d'ailleurs et dans des créneaux trop classiques, seules les grosses entreprises ont les moyens de faire la loi. Les patrons crient au feu alors qu'ils ont allumé l'incendie. Nous ne voulons pas seulement diminuer le nombre de chômeurs. Nous voulons le droit à l'emploi pour tous et un emploi utile pour la collectivité. Nous ne voulons pas seulement le droit au travail, mais le droit de vivre et de travailler au pays.
En gros, un cheval prêt, Sedan perd combien d'emplois en 30 ans, 40 ans, en 50 ans, allez. Sans doute qu'on a perdu 4000 à 5000 emplois ouvriers. On a pris en pleine face la mondialisation ici. C'était quoi la vie d'un ouvrier, alors à la fois métallurgie et à la fois textile, ça... Comment on vivait? Parce qu'on a une espèce de nostalgie comme ça des 30 glorieuses. C'est vrai que les gens avaient du boulot. Je veux dire, pour autant, c'était pas un boulot facile. Hein. C'était... Lorsqu'on interroge les anciens, ils nous disent qu'ils avaient une vie heureuse, qu'ils avaient du travail. C'est ce qui revient en premier. On avait du travail. Je pense surtout ce qui les rendait heureux, c'est qu'ils marchaient la tête haute. Souvent, ces gens-là sont fiers de parler de leur entreprise. Ils ne parlent pas tellement des conditions de travail. On était clairement dans du capitalisme, mais ça n'avait rien à voir avec le capitalisme financier. Le patron le connaissait, on savait qui il était, et si on voulait râler après, il était dans le bureau du dessus. Aujourd'hui, le patron, on ne sait plus qui il est. Un jour, on reçoit un courrier qui vient de nulle part, annonçant que l'usine va fermer. Et on apprend que les actionnaires, dont on apprend souvent le nom pour la première fois, sont situés à des milliers de kilomètres d'ici. J'ai des souvenirs, moi, de commentaires de patrons du Sedanais, dire combien c'était difficile de devoir licencier celui qu'on avait embauché, où on avait connu le père, le grand-père, où on connaissait les enfants. Peut-être qu'on avait fêté les communions, on avait peut-être été invité à la messe de mariage aussi. Et puis là, il fallait s'en séparer. Ça a été une souffrance. Ils ont connu les périodes où on investissait, où on embauchait, hein, on avait des sourires en sortant. Les gens râlaient un peu, parce que, comme toujours, comme maintenant, on aimerait toujours gagner un peu plus. Mais c'était vraiment le seul sujet de dissension. Et puis, il y avait du boulot. S'ils n'étaient pas contents, il fallait qu'ils s'en aillent. Hein. Ils trouvaient du travail dans la boutique d'en face. Il me dit, si tu veux du boulot, il y en a. T'as qu'à venir demain en cours, je t'embauche. C'est pas le boulot qui manquait. On gagnait pas beaucoup, mais on vivait bien. Ah oui, on gagnait pas beaucoup. C'est vrai, on était à 1 franc 25 de l'heure quand j'ai rentré. Oh, pas toi. À 1 franc 25, moi je travaillais pour 1 franc 25. Hein. Allez voir, 1 franc 25, c'est gros. Un paquet de cigarettes et puis 1 franc 25. Mon père a travaillé toute sa vie, depuis tout jeune. Il avait, je crois, 16 ans qu'il a commencé à travailler à l'usine et tout. Il a toujours travaillé. Toute sa vie. 6 mois de la retraite, un AVC. Les laminoirs, c'était Zola. Hein, surtout l'été. Surtout l'été, t'imagines, au mois de juillet. Les laminoirs à chaud, c'était invraisemblable. Hein, c'était... Ah mais c'était Zola, hein, c'était impressionnant. Hein. Du moment que tu avais envie de travailler, voilà. Tu trouvais du boulot. Voilà. Ça c'était sûr. On a connu le plein emploi. On n'avait même pas à se poser la question de savoir comment on allait chercher comment on allait trouver du travail. C'était une telle évidence que de toute façon on était sûr de travailler. Nous, on aura quand même bien profité du système quand même. Notre génération à nous, le baby boom, on aura quand même bien profité du système. On a profité, on a bossé. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, on n'a pas eu les difficultés. Oui. En même temps, Jean-Pierre, aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a quand même une frange importante de jeunes qui, aujourd'hui, s'il y avait du travail, travailleraient. Bien sûr, l'essentiel, je pense. Pour l'essentiel. Je vais te raconter l'histoire de mon père. Comment a-t-il décidé un jour de venir en France ? Alors, il m'a raconté ça. Il a 25 ans. Il habite dans le nord de l'Italie, qui est exsangue, hein, qui a fait le mauvais choix. À la fin de la guerre, elle est exsangue. Bon. Il gagnait sa vie en faisant les vendanges, un petit peu de cueillette, de choses comme ça. Et à un moment, il se retrouve sans boulot. Et il dit, voilà, je vais penser les quelques sous que j'ai gagnés, puis après. Et il me dit, on est dans un bar avec des copains, et tout d'un coup, entre un mec qui dit, est-ce que vous voulez travailler ? Si vous voulez travailler, je vous emmène travailler en France. Et mon père, il me dit, moi j'avais 24 ans, il dit, pourquoi pas ? Il passe la frontière entre Courmayeur et Cluse, côté français du Mont-Blanc, et là, mon père me dit, on a été pris en charge totalement. Il y avait des interprètes, on leur a donné de l'argent, on leur a donné des billets de train, on leur a donné des cigarettes, on les a nourris, etc. Et après, il me dit, on est monté dans le train et on est parti. Alors après, ils sont allés direction la Lorraine,
Metz, Thionville, Longwy, Sedan. Et puis mon père me dit, à chaque arrêt, le gars leur disait, si vous voulez, il y a du travail ici. Et puis mon père me dit, quand on est arrivé à Sedan, j'ai trouvé que c'était un peu plus vert qu'ailleurs, et je me suis dit, tiens, je vais rester là. Et donc, alors écoute-moi bien, ils sont arrivés à 8h du soir, à 4h le lendemain matin, ils embauchaient au Lamilloire à chaud. T'imagines un peu? T'as qu'à voir un peu le besoin de main-d'œuvre qu'avaient les industriels du coin. Il n'était pas du tout lamineur. Donc pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est-à-dire que là, la qualification, c'était pas grave, du moment qu'il y avait la qualification n'avait aucun intérêt, en fait. C'était des bras. J'ai fait 1 an de charpente de bois, juste après la 3e. Après, j'ai fait 2 ans de couverture et tout, j'ai eu mon CAP. Et puis après, j'ai enchaîné les petits contrats et tout, à l'usine, par-ci, par-là, quoi. Puis me voilà là. Et le boulot, tu disais, il n'y en a pas de trop? Comment? Tu disais, il n'y en a pas trop de boulot? Il faut chercher, quoi. Il faut vraiment chercher et trouver des fois une bonne occasion, quoi. Mais sur ce nom, non, pas trop. Il y a beaucoup de personnes qui le disent. C'est une ville que tu aimes pourtant. Comment? C'est une ville que tu aimes, non? Ah oui, bien sûr, moi je suis ardennais, je le dis, oui, j'aime ma ville. En plus, ils sont en train de la refaire et tout, ils vont faire un petit truc bien. Mais s'il n'y a pas de boulot après, voilà quoi, ça sert à rien. Mais après, il y a beaucoup de monde qui partent. Ils me disent aussi pareil, ouais, t'as qu'à partir, t'as qu'à partir. Mais comment je peux partir sans argent? Je vais partir comme ça, avec rien? Non, non merci. Il faut... Après, il y a beaucoup d'usines. Usine, mais bon, moi, j'ai pas envie de passer ma vie là-dedans, quoi. Et pareil, les usines, il y en a qui ferment, ça ouvre, ça ferme, c'est atroce. Après, faire vraiment le boulot qu'on a envie, maintenant, c'est presque impossible. Je vous dis, c'est l'usine, maintenant. J'ai déjà travaillé à l'usine et tout, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Non, c'est des horaires... Travailler 3-8 et tout, travailler la jour, le matin, la nuit, c'est horrible. Après, il y en a qui aiment, hein. Moi je dis pas, il y en a qui aiment, mais moi c'est pas mon truc. C'est sale. On rentre chez nous et tout, on est noir, quand on se mouche, c'est tout noir, c'est sale, c'est sale. Et puis qu'on prend des pièces de, je sais pas, 20-30 kilos toute la journée, tac, tac, à la chaîne, c'est horrible. Vivre toute sa vie comme ça, non merci, quoi. Mais maintenant... Maintenant, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de boulot. Ouais. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de, entre parenthèses, de cassos qui disent les gens. Je ne vois pas ce qu'est cassos. Tu disputes avec quelqu'un, toi, tu es une cassos. Ouais, voilà. Je voudrais bien savoir ce qu'est cassos. C'est les personnes qui profitent des allocs et tout, qui font des gosses et encore et encore. Tout ça pour toucher des sous. Au lieu d'aller travailler comme tout le monde, quoi. C'est un peu la solution de facilité de dire qu'il n'y a pas de travail. Quand j'avais le magasin, que je cherchais quelqu'un à 20h, je trouvais personne. Parce que quand il travaillait 20h, il perdait toutes ses aides. Il y a des gens qui en ont besoin, véritablement besoin, et il y en a d'autres qui profitent du système. Il y a des profiteurs. Mais ils touchent plus en ne faisant rien bientôt. En ne faisant rien, donc pourquoi travailler? Si tu essayes d'équilibrer la balance, ça sert à rien de se casser le derrière, aller au boulot. Hein. On est là, on entend vraiment beaucoup, je te jure, parler de cassos. C'est quoi un cassos pour toi? C'est des gens qui ont surtout besoin de ces aides-là pour vivre, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de boulot. Mais qui aimeraient sûrement, qui préféreraient certainement travailler. Et je pense que c'est vraiment les enfants, jamais... De tous les ateliers philo de l'année, quel que soit le thème qu'on a pu aborder, jamais un enfant a dit moi, de toute façon, plus tard, je bosserai pas, je gagnerai de l'argent comme ça. Aucun. Je n'ai jamais entendu ce discours-là. Je n'ai jamais entendu un rêver d'être chômeur.
Jamais. Nous, à notre petite échelle, on essaye de valoriser les enfants au maximum, de leur donner confiance en eux, de restaurer leur estime d'eux-mêmes. On est à fond là-dedans tout le temps. Et puis, c'est vrai, quand tu vois ce qui se passe autour, tu te dis, il va falloir qu'ils en aient de l'estime d'eux-mêmes pour y arriver, quoi. C'est rageant, bien sûr. Bien sûr. Tu disais aussi en termes de travail, on en est à des mômes qui n'ont pas vu leurs parents travailler, qui n'ont pas vu leurs grands-parents travailler. Oui, pour certains, oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'ils ont le discours de dire il faut bien travailler à l'école pour pouvoir plus tard avoir un métier. Même si les parents n'ont pas vécu, ils ont ce discours-là pour leurs enfants quand même. Je n'ai jamais rencontré de parents qui avaient l'air de s'en fiche. Ils veulent bien faire, ils ont envie de bien faire, ils sont là pour leurs gamins, mais quelquefois ils ne savent pas comment faire. C'est vraiment ça. Et c'est pas toujours facile, mais après les parents, on les comprend aussi. Je dirais. Eux aussi, ils ont du mal. Pas facile. Une projection, c'est dans 20 ans. Allez, je sais pas, les nouvelles technologies vont nous apporter plein de boulot. Je sais pas. Non, j'espère que ça va au moins s'arrêter, quoi, au minimum, et puis que la vie reprenne un peu dans la ville de Sedan. Ouais. On peut qu'espérer ça. Aujourd'hui, vous allez réfléchir à l'avenir. L'avenir. Je vous laisse un petit temps. L'avenir, on ne peut pas savoir l'avenir parce que l'avenir, c'est du futur et le futur, c'est pas encore passé. L'avenir, il peut être bon ou mauvais. L'avenir, c'est un mot précieux parce que nous, les enfants, on aimerait bien savoir notre avenir plus tard. Personne ne connaît l'avenir. L'avenir, c'est qu'on grandit. Dans l'avenir, j'aimerais bien faire ce que je veux. Si seulement on pouvait décider notre avenir comme ça. L'avenir, c'est qu'on sera grand, on aura un boulot. Dans l'avenir, j'aimerais bien avoir un bon travail et avoir une belle maison et avoir toujours mes parents près de moi. Dans l'avenir, j'aimerais bien être un médecin. Dans l'avenir, j'aimerais avoir un bon boulot, mais pour ça, il faut beaucoup travailler à l'école. Dans l'avenir, j'aimerais être heureuse. Dans l'avenir, j'aimerais être un cuisinier. Quand je serai grande, je voudrais bien être dessinatrice. Dans l'avenir, j'aimerais être vétérinaire. J'aimerais bien faire maîtresse parce que la maîtresse, elle m'a inspirée. Je veux être policier, footballeur, tennisman professionnel, pompier. Moi, c'est pareil, j'aimerais bien être pompier aussi. L'avenir, on a encore le temps d'y penser. Je rêvais d'avoir un travail, une belle maison, des enfants, un mari, voilà. Je rêvais de tout ça, une voiture, je pouvais partir en vacances tous les ans. Un conte de fées. J'y ai cru, et puis quand on se réveille, on tombe de haut, très haut, parce qu'on se rend compte que merde, c'est pas ça la vie. Moi, on me dit que je suis un cas social, parce que peut-être que je vis en appartement et que je ne travaille pas. Enfin, dès qu'un principe que tu ne travailles pas, t'es un cas social. Donc voilà, tu travailles pas, t'es un cas social. Tu vis en appart, t'es un cas social. Tu vis comme les lapins, en cage. Donc tu fais partie des cas sociaux. Cas sociaux, c'est si tu travailles pas. Alors si tu travailles pas, t'es un feignant, tu sais rien foutre de tes petits doigts. En fait, t'entends ça. En général, t'entends ça.
Faudrait qu'il y aurait, je sais pas, que ça se réveille et puis qu'ils puissent prendre de voir un peu la situation. Je sais pas qui, parce que je veux pas dire la faute que c'est monsieur le maire et tout, ou à n'importe qui, mais de dire voilà, bon. De se mettre un peu dans la réalité, puis de voir les choses, quoi. Ceux qui travaillent, ben voilà. On va se mettre un peu à la situation des gens qui ne travaillent pas, comment ils vivent et tout, pour voir si on peut les aider, pas assister. Je ne veux pas être assistée. Non, j'ai pas envie d'être assistée. Mais de leur donner un coup de main, de leur dire voilà, ces gens-là, ils veulent s'en sortir, ben on va les aider. De ne pas les lâcher dans la nature et de démerdez-vous. De toute façon, vous êtes rien, vous êtes des pions sur un échiquier, puis on s'amuse avec vous. Tic, 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 tic. Voilà. Non, faut arrêter. Ils savent pas ce que les gens de vivre RSA, ce que c'est. Ils savent pas. C'est ça qui m'énerve chez les gens quand ils disent ouais, t'as RSA, t'as tout. Non, faut arrêter un petit peu de dire. On survit avec le RSA, mais si on est au RSA, c'est parce qu'on n'a pas de travail. On a beau chercher, on trouve rien. Il y a plein de choses pour nous dans notre situation, que tout est luxe. Rien que tu veux aller, je sais pas, au flunch, c'est pas grand-chose, mais c'est un luxe aussi, parce que ça va te coûter tant par personne et tout. C'est un luxe aussi. Tout est un luxe. Une sortie, c'est un luxe banal. On va au Sedan, il y a un truc, il faut payer l'entrée, les boissons et tout. C'est un luxe. Ça fait partie d'un luxe. Parce que quand on n'a que 200, voire 250 € par mois pour vivre, eh ben, si tu déduis ça, ben, ça te fait ça en moins sur tes 250. Donc il faut tout réfléchir. C'est chiant tout ça, c'est de se battre tout le temps. Toujours en train de se battre, pour n'importe quoi. Toujours en train de se battre. Et à un moment, c'est vrai qu'on lâche l'affaire, quoi. On se dit putain, je suis pas la fille qui va se lever à midi ou à 1h de l'après-midi. Non, à 6h, je suis debout. Voilà, des fois 7h, 8h, des fois moins. Qu'est-ce que je fais toute la journée? Je tourne en rond, qu'est-ce que je fais? Quand vous avez fait le ménage, c'est bien beau, et après on fait quoi? On fait quoi de notre journée? Rien. C'est pas une vie, hein, c'est pas une vie. C'est vraiment pas une vie, ça. Hein. Des fois, j'en ai marre. Hein. J'arrive de péter les plombs, moi. Tellement que j'en ai marre, je pète les plombs. Des fois, je dis à mes gosses, ma fille, je sais que maintenant, elle est sur une bonne voie. Elle a Sciences Po, Paris. Elle est sur une très bonne voie. Maintenant, c'est mon gamin. Je le pousse à travailler, de faire comprendre, de pas être dans ma situation. Parce que quand on n'est plus rien, ben, de toute façon, on n'est plus rien pour personne. Hein. Pour ça, soit n'importe quoi, on n'est plus rien. Tu votes, toi, Natacha? Tu vas voter? Non, j'y vais pas. Avant, dans le temps, j'y allais, parce que voilà. Maintenant, j'y vais pas. Non. Tu crois plus? Non, j'y crois plus, j'ai baissé les bras. Alors, je suis maire de Sedan depuis 2008. C'est donc le début du 2e mandat. Et alors? Et alors, c'est une tâche passionnante, mais rude. J'ai du mal, souvent, en me promenant dans cette ville, à regarder les gens souffrir. Ça me pose vraiment question. Et parfois, je m'interroge sur l'impuissance qui est souvent la nôtre en la matière, parce que les situations nous dépassent. Donc il faut ne rien lâcher. C'est dans ces cas-là qu'il faut ne rien lâcher et qu'il faut construire des politiques de solidarité et les expliquer. Parce que on sent bien aujourd'hui que dans la population, un certain nombre de nos concitoyens accueillent assez mal ce qu'ils appellent l'assistanat, ce qu'ils appellent les cas sociaux, Il faut se battre chaque jour contre ces propos-là et leur faire comprendre que la solidarité, c'est aussi en leur faveur. C'est-à-dire que le lien social, s'il se déconstruit, s'il se détruit, eh bien demain, la vie dans nos villes, dans notre pays, sera extrêmement pénible, extrêmement difficile. On ne peut pas construire un avenir en faisant du racisme social. Ça n'est pas possible. Bien, chers collègues, je vous invite à vous installer. Je vais procéder à l'appel.
Didier Herbillon est présent. Christian Apotellos est excusé, il m'a donné pouvoir. Elisabeth Husson. Présent. Franck Marco. Rachel Louis. Farid Bessadi. Francis Mansu. Marzia de Bonny. Bernard Guidez. Arlette Vallée. Arlette Charbonnier. Daniel Moulis. Michel Bernard. Marie-Inès Silicani. Bertrand Bonhomme. Il va arriver. Yannick Discry. Philippe Jacob. Et Simone Lassalle est présente. Donc le quorum est largement atteint. On va dérouler l'ordre du jour. Le point numéro 1 concerne le compte administratif 2015, budget principal et affectation des résultats. Le rapporteur est Franck Marco. Merci, monsieur le maire. Maintenant, ils font des travaux, vous les mettez tout. Ils essaient d'améliorer un peu le centre-ville, faire des zones piétonnes. Je trouve que c'est bien de faire des travaux, il fallait faire quelque chose. Est-ce que ça va attirer du monde ? Chez nous, il fait beau une fois dans l'année, mais il faut être réaliste. Faire des places piétonnes, quand il y a des piétons, c'est bien, quand il n'y a pas de piétons. Mais ils essaient de faire une belle ville quand même. Ils essaient du budget assainissement. Même si elle est belle, mais que personne ne peut regarder, ça sert à rien. Voilà, donc ce que je peux vous proposer au niveau du CA, que ce soit en matière de fonctionnement ou d'investissement. Merci bien. Je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Franck Marco. Le débat est évidemment ouvert. Y a-t-il des remarques sur ce point ? On voit pas. Oui, M. Bonhomme. On peut reparler effectivement des dotations, mais on peut également parler de la dotation de solidarité rurale, n'est-ce pas ? Puisque tout le monde parle, nous sommes un gros bourg rural. Alors ça, si c'est de la satisfaction de voir chaque année perdre des habitants, de voir la ville de Sedan s'appauvrir d'année en année, si ça vous satisfait, fort bien pour vous, mais pour moi, c'est pas du tout un sujet de satisfaction. Donc c'est quelque chose qui nous oppose fondamentalement, je pense. Non, ça n'est pas quelque chose qui nous oppose, Monsieur Bonhomme. Le constat, il est là. Mais nous, contrairement à vous, nous cherchons à mettre en œuvre des solutions. Quelles sont vos propositions, Ali ? Donnez-les. Parlez-en à cette assemblée. Expliquez ce que vous voulez faire pour justement faire revenir la population, pour justement faire en sorte qu'un certain nombre sortent de la précarité. Allez-y. Baissez les impôts. Écoutez-moi, je suis le seul maire depuis l'après-guerre à ne jamais avoir touché à l'impôt. Dont acte. D'autres interventions ? Je vais aux voix. Des voix contre, des abstentions. Il est adopté, je vous en remercie. Et cette fois, je passe la parole à Rachel pour nous parler conduite de gaz. Merci, monsieur le maire. L'élu, aujourd'hui, a peu de pouvoir sur l'économique. Ça nous échappe. Par contre, ce qui nous échappe pas, c'est la capacité à créer les conditions, les meilleures conditions possibles de l'activité économique. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. La ville est en chantier, la ville est en travaux. Parce que demain, il faut effectivement qu'elle se cale dans son siècle. Et pour se caler dans son siècle, on a besoin d'y travailler, on a besoin d'investir, et d'investir en particulier sur le cadre de vie. Et donc, vous pensez qu'une fois tout ça réalisé, ça peut attirer des entreprises ? Parce que c'est les entreprises qui manquent. C'est ce qu'on espère. C'est toujours la question de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qu'il faut faire venir avant ? Nous, on a fait ce choix. Mais toutes ces politiques publiques sont importantes. Elles sont indispensables dans des villes comme Sedan. Mais en tout état de cause, s'il n'y a pas derrière, effectivement, de l'emploi, s'il n'y a pas du développement économique derrière, malheureusement, je crois qu'on échouera. On ne peut pas tout. Et ça, il faut le comprendre vite, parce que sinon, on devient fou. Il y a longtemps que vous étiez venu, que vous étiez... Ben oui. Je suis partie en 80. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, ça doit être en effet aux alentours de 80, 82. Ouais, quand t'étais pas vu. Ah bon ? Ouais. Et santé. Allez, et à puis la nôtre. à À ton notre retour, belle jeunesse. notre belle jeunesse. Voilà. Comment ça vote ici ?
Socialiste. Ouais. Socialiste, non? Si, ça vote, oui. Le dernier endroit où on vote socialiste. Non, mais en même temps, il n'y a pas des écarts énormes. Hein. Bien souvent, il y a quelques pourcents d'écart. Et le Front National, ici? Ben, ça grimpe, comme partout. Ça monte? Ah oui. Beaucoup. Ça oui, hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Vous savez ce que vous allez voter, vous? Honnêtement, non. La prochaine fois, honnêtement, non. Non, je ne sais pas. Ah, t'étais de la droite, moi. Vous allez voter à droite? C'est vrai? J'ai voté. Ah oui? Ah ben oui. J'ai toujours voté à droite. C'est pas vrai? Ah, tu. Mais pourquoi? Pourtant, une famille nourrie, et toi. Et de Gaulle et par tout moment, ça. ils ont toujours voté à droite. Oui, c'est vrai. C'est marrant, hein? Oui, mon mari aussi. Hein. Ah ouais. Et vous, chez vous, à la Poste, c'est comment? Est-ce qu'il y a une... Ben, on est en pleine mutation. Donc c'est un peu difficile. On est à peine sorti d'une restructuration qu'on pense déjà à faire les comptages pour la suivante. Là, ça pèse un peu. Et tes collègues, ils sont un peu engagés, syndiqués? Oui, naturellement. Ben, dans toutes les entreprises, il y a des gens qui sont engagés. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas si ça fait vraiment avancer les choses. La seule alternative que tu as aujourd'hui, c'est faire grève. Bon, le problème, c'est que nous, au courrier, si on fait grève, qu'est-ce qu'on va gagner? On va perdre du salaire. On va faire ensuite, si on fait grève 2-3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le courrier, il faut le distribuer. Donc 2-3 jours après, tu as le double ou le triple de boulot qui arrive. Oui. Donc tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Donc effectivement, les gens sont résiliés. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Mais ça, je trouve ça horrible, cette résignation-là. Ah, parce que tu dis à un moment, tu n'as pas le choix. Quand tu as un boulot, tu t'accroches. Tu t'accroches après ton boulot. Bien sûr. Voilà. Ça veut dire que vous croyez plus à l'action collective? De moins en moins. Oui. C'est horrible parce que ça veut dire qu'on est complètement T'avais dépossédé. repris des tomates? Ouais, j'en ai repris. Merci. Hein. Ça veut dire qu'on est dépossédé de notre capacité d'action, de notre capacité à peser sur les choses, et y compris à peser sur les discours des hommes politiques qui finalement sont quand même là que, normalement, ne devraient être là que pour relayer nos envies, quoi. Oui, normalement. Mais on a l'impression qu'il y a un gouffre entre la politique et puis l'ouvrier de base, quoi. Et tu vois, par exemple, sur la Poste et sur plein de services publics, d'ailleurs, les choses sont quand même hyper dégradées, quoi. On applique au secteur public, à l'ancien secteur public, merci, c'est super, des raisonnements qui étaient auparavant du privé. Bien sûr. Bon, mais là, si t'as pas les gens de l'intérieur qui résistent à ça... Oui, mais le problème, c'est qu'on est confronté à des marchés, maintenant. Et si on s'en sort pas... c'est une entreprise extérieure qui vont prendre ces parts de marché. Donc, à un moment ou à un autre... Ça veut dire qu'on a complètement intégré ce raisonnement, oui, complètement, hein. Qui est que si on fait pas comme on nous dit de faire, alors la concurrence va nous manger. C'est ça. Mais c'est ça. Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la bonne question. On vit, on va manger. On va manger. Oui. D'accord. Je te fais un peu de salade après? C'est vrai? Il y a du fromage après, hein? Oh non, non. Non plus? Ah, je peux pas manger autant que ça, moi, quand même. Ça fait rien. Ah bah, Eh. non. Non, après. Il faut que tu viennes nous voir. Bah oui. De Reims, départ 15h37, partira voie A. Il desservira Nouvion-sur-Meuse, Charleville-Mézières, Poitéron, Rethel, Bazancourt, Reims, Franchet-d'Espéret et Reims. Dominique Méda, t'es né et t'as grandi à Sedan. Tu es devenu sociologue, t'étais pas revenu ici depuis plus de 20 ans. C'est quoi tes impressions sur la ville et les habitants? C'est que on a l'impression qu'une partie de la population a compris qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, que les hommes politiques de premier niveau ne pouvaient pas faire grand-chose, même si je trouve que des choses ont été faites. Hein, la ville est belle, on sent qu'il y a de l'argent qui a été mis, mais comme si, tout au fond, une partie de la population avait compris qu'ils sont en quelque sorte dépossédés, impuissants, que même les hommes politiques finalement ne peuvent rien faire. D'où leur retrait de l'action politique ou de l'action syndicale. Ça, j'étais très surprise. Pas d'action politique, pas d'action syndicale, parce que finalement, on a bien vu que ça servait à rien. Les usines ont fermé les unes après les autres. Ils ont eu beau se battre, ils ont eu beau peut-être s'engager comme syndicalistes ou politiquement.
ça n'a strictement rien changé. Donc comme ils ne sont pas parvenus à arrêter ce processus, et comme on voit bien que rien ne l'arrête au niveau international quand même, et qu'on a au contraire aujourd'hui on a de plus en plus de multinationales qui mettent tous les territoires en compétition, qui martyrisent les territoires pour aller là où c'est le moins cher, là où c'est le plus intéressant, et que de fait, ça nous tétanise totalement. Le train express régional numéro 840 808 à destination de Reims va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. On a le dos tourné, on revient 30 ans plus tard, évidemment tout a changé. On fermera bientôt des villes comme l'on ferme une usine. Sedan, Pamiers, Roubaix, Cavaillon, Denain. Partout en France, les choix économiques effacent des points sur la carte, jettent des existences au rebut. On déménage des entreprises, mais peut-on délocaliser une ville? Contre des marchés mondiaux, que valent les réactions locales? Bonjour monsieur. Pot de fer, pot de terre. On peut pas être d'accord avec cette loi de travail. Et que pèserait la politique d'un État face aux multinationales? Pot de fer, pot de terre.